troisième principe aussi. Alors, le troisième principe, c'est l'intégration. Alors, pour décrire l'intégration, je prendrai une image. Supposez qu'on ait plusieurs pièces distinctes, en métallurgie par exemple, et puis qu'on les soude ensemble. Mais on les soude tellement bien, et on les lime tellement bien qu'on ne voit même plus la soudure. Et ça ne fait finalement qu'une seule pièce. Bien, l'intégration, c'est ce processus appliqué aux nations. Vous mettez en place des procédures dans lesquelles les États membres n'interviennent même plus eux-mêmes, à titre d'États membres, directement. Prenez le cas au Conseil, c'est une institution qui n'est pas totalement intégrée parce qu'on peut distinguer les votes de chaque État membre au sein de cette instance. Même s'ils sont soumis à la supranationalité, on distingue que tel État a voté pour, tel autre a voté non, par exemple. Donc, dans les procédures du Conseil, il y a un élément qui n'est pas intégré. Mais prenez la Banque Centrale Européenne. Bien sûr, ça va de soi, les différents membres du directoire, les gouverneurs qui gèrent la Banque Centrale Européenne, ils ont bien sûr une nationalité de l'un ou l'autre des États membres. Mais ce n'est pas au titre de leur nationalité qu'on va leur demander leur avis. Ils constituent un collège européen et leurs décisions sont directement européennes, sans aucun pouvoir des États membres, d'ailleurs, pour infléchir, responsable devant personne, et devant aucun État membre en particulier. Voilà un exemple typique. La Banque Centrale Européenne, c'est un organe tout à fait intégré. Mais je citerai un autre exemple. Le Parlement européen, on dit le Parlement vante lui-même ses vertus démocratiques. Mais en réalité, c'est une assemblée totalement intégrée. Parce que les députés ne votent pas comme dans une diète par nationalité. On ne compte pas les voix pour de chaque État, du club des députés européens français, du club des députés allemands, du club des députés italiens. Non. En réalité, comme dans un Parlement national, les députés européens se regroupent par tendance politique, et il y a bel et bien des partis européens. Il y a par exemple les socialistes européens, il y a le Parti populaire européen, et ainsi de suite. Tous les députés sont rattachés, à moins qu'ils soient non inscrits, comme c'est le cas dans les parlements nationaux aussi, ça peut arriver. Mais sinon, ils sont inscrits à un groupe qui est un groupe selon l'orientation politique et absolument pas selon la nationalité. Ce qui fait que les votes les votes du Parlement européen vont être déterminés par les positions prises par les partis politiques et nullement par un clivage qui dépendrait de la nationalité des députés. Les députés européens ont des chefs de file qu'ils regardent en séance pour savoir comment il faut voter. Quand on leur dit « tu baisses la tête », ils baissent la tête. Quand on leur dit « tu fais ça », ils font ça. Hein, et c'est comme ça qu'ils votent. C'est comme ça qu'ils votent. C'est-à-dire qu'en aucun cas, un besoin, une volonté nationale ne peut être mise en avant au Parlement européen. Au niveau du Parlement européen, non. Mais moi-même, j'ai appartenu à la Cour des comptes européenne. Eh bien, je dois dire que c'est un organe, là aussi, totalement intégré. Qui dirige la Cour des comptes européenne? Un collège de membres. Il y a un membre par État membre. Alors on dit, vous voyez, on reconnaît les États membres. Oui, au niveau de la nomination, il y a tout de même une référence aux États membres, puisque chaque État membre propose un membre, et puis il y a une procédure un peu complexe d'agrément du membre proposé par chaque État membre. Mais une fois que le collège est constitué, le collège de la Cour des comptes adopte, modifie, rejette les projets de rapport composés par les fonctionnaires de la Cour des comptes, et ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question d'avis personnel, chacun vote selon son point de vue, etc. Qu'il y ait des influences nationales en coulisses qui jouent, c'est certain, mais la procédure en soi ne fait aucune référence aux États membres. Donc, voilà, il faut bien distinguer. Donc, il y a ces trois éléments. Donc, l'extension des domaines de compétences, la supranationalité par laquelle on impose des règles, des décisions, même si elles déplaisent à certains États membres, et l'intégration qui fusionne les nations. À la limite, l'intégration, c'est la disparition des nations au profit d'une entité nouvelle qui serait l'Europe, directement, sans la médiation des nations. Brabancha, on a beaucoup critiqué la constitution du Giscard en disant qu'elle mettait en place un super État. N'est-ce pas la même chose, là, ce que vous venez de nous dire, dans le cas d'Ismone? Bon, alors là, effectivement,
Je viens de définir les trois procédés essentiels qui constituent une constante à travers tous les traités successifs européens. Mais si on se penche de façon plus spécifique sur le traité modificatif qui vient d'être adopté, eh bien on constate que ce traité pousse presque jusqu'à son terme possible les trois procédés que je viens d'indiquer. Champ de compétences, par exemple. Il y a un principe dans le traité modificatif qui figurait d'ailleurs déjà dans le traité constitutionnel de M. Giscard d'Estaing. Principe excellent, en principe excellent. Principe d'attribution, selon lequel seules des compétences explicitement mentionnées dans le traité peuvent être considérées comme européennes. Autrement dit, la compétence européenne ne se présume pas, il faut vraiment qu'elle soit mentionnée dans le traité. Toute politique, tout domaine politique qui n'est pas mentionné dans le traité est ipso facto de la compétence des États membres. En soi, ce principe est inattaquable pour quelqu'un qui tient à la survie des nations, disons. Seulement, attention, quand on a posé ce principe mirobolant, et qu'à côté, on dresse la liste concrète des domaines politiques qui vont relever de l'Europe, après avoir fait la lecture de la liste, on se dit, mais qu'est-ce qui reste? Et la liste est tellement complète qu'on peut très bien s'accommoder du principe que je venais de souligner, principe d'attribution. Mention explicite, oui, mais tout est mentionné. Tout est mentionné. Alors, il n'y a plus de problème. Mais je vous assure, d'ailleurs, c'était déjà le cas dans le traité Giscard d'Estaing, enfin dans le traité constitutionnel, que j'avais étudié également assez à fond. Je me suis dit, après lecture, je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce qui reste comme domaine politique qui ne relève pas de l'Europe d'après le contenu J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai fini par trouver quelque chose. Je vous le donne en mille. Et on le retrouve, la même chose dans le traité modificatif. Donc c'est la même chose dans le traité constitutionnel et dans le traité modificatif. Une fois de plus d'ailleurs. C'est le régime des églises et des confessions religieuses. C'est-à-dire que là, l'Union européenne ne veut pas se mêler des questions confessionnelles et laisse le problème de la laïcité, le problème du caractère peut-être confessionnel de certains États, non confessionnel d'autres, pluriconfessionnel de certains autres encore. N'oublions pas que en Allemagne, par exemple, ce n'est pas un État confessionnel au sens où une religion serait officiellement retenue, mais c'est quand même un État confessionnel pluriconfessionnel en ce sens que l'État paye tous les ministres des cultes. Donc, des cultes catholiques, protestants, juifs et, je suppose maintenant, musulmans, encore que je n'ai pas été vérifié. Mais c'est ça la règle du système allemand. Bon, je ne critique pas d'ailleurs. C'est la seule chose qui reste aux États. Eh bien écoutez, lisez bien le traité, essayez de m'en trouver d'autres si vous y arrivez. On a dit, on va maintenant introduire une nouvelle politique dans ce traité, c'est intéressant, c'est la politique de l'énergie. Mais, désolé, c'est pas nouveau. Déjà dans les traités en vigueur, on peut trouver que dans le domaine de l'énergie, la communauté européenne, l'Union européenne peut fort bien prendre des décisions. C'est pas du tout exclu, c'est un domaine économique comme un autre. Bon, en réalité, pratiquement, ça couvre tout. Ça couvre tout. Et alors avec une petite nuance, mais qui n'est qu'une magnifique hypocrisie, c'est qu'il y a ce que le traité appelle les compétences partagées. C'est intéressant ça, partager, ça donne l'idée que tout de même, certains domaines ne sont pas entièrement européens, mais qu'en partie, ils relèvent tout de même des États membres. Intéressant, ce serait une restriction quand même. Mais